Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Je la refais. Bonjour les autres du travail. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs, bonjour même à toute l'équipe de la rédac. Ce matin, on va à nouveau parler wokisme avec Sylvie Pérez qui était venue chez nous il y a quelques mois, souvenez-vous. Et sa thèse était particulièrement intéressante puisque elle prophétisait la chute du wokisme, une chute qui n'aurait pas besoin même d'acteurs extérieurs et qui serait provoquée simplement dans l'ADN même du wokisme. Et donc c'est bien pour parler de ça qu'on la reçoit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il semblerait que tout le monde s'accorde autour de cette idée. Bonjour Madame Pérez. Bonjour, bonjour. Alors je vais commencer par vous représenter rapidement pour les auditeurs. Vous êtes journaliste, auteur de En finir avec le wokisme, chronique de la contre-offensive anglo-saxonne aux éditions du Cerf. Alors j'ai un peu introduit le sujet et la question qui va nous occuper aujourd'hui, mais peut-être que vous pourriez commencer par nous redéfinir ce qu'est le wokisme, parce qu'on se rend compte finalement de temps en temps que c'est une définition assez floue. Oui, le wokisme, c'est une idéologie qui regroupe un ensemble de doctrines. Donc là-dedans, vous avez l'antiracisme, le néo-féminisme, le décolonialisme, le transgenrisme. C'est un ensemble assez disparate, mais toutes ces doctrines ont en commun le fait d'envisager toute relation humaine selon un rapport de pouvoir entre dominant et dominé. L'idée de pouvoir est très importante dans l'idéologie du wokisme. Donc, si vous voulez, l'antiracisme postule que les Noirs sont maltraités par les Blancs. Le néo-féminisme décrète que les femmes sont opprimées par les hommes. Le décolonialisme part du principe que les minorités ethniques sont brimées par les ex-colonisateurs. Et enfin, le transgenrisme considère que les transgenres sont marginalisés dans une société qui veut leur imposer une définition biologique et binaire du sexe chez l'humain. Voilà, à peu près, si vous voulez, les opprimés du wokisme ne relèvent pas d'une classe sociale, c'est pas comme dans le marxisme qui luttait contre l'exploitation du prolétariat. Les opprimés du wokisme, ils relèvent de catégories ethniques, raciales ou d'orientation sexuelle particulière, et sont des catégories identitaires qui se définissent par leur caractère d'une part victimaire et d'autre part minoritaire. Donc voilà à peu près. Mais c'est vrai que c'est une nébuleuse assez complexe. Est-ce qu'ils ont tort sur ce constat? C'est vrai que il y a beaucoup de penseurs et d'analystes qui ont adhéré à cette théorie du rapport dominant-dominé qui structure nos sociétés. Est-ce que c'est dans les catégories qui se trompent? Est-ce que même ils ont raison sur cette analyse? C'est pas neuf, effectivement, comme pensée et comme grille de pensée, surtout. Il me semble que le wokisme repose sur une faille intellectuelle majeure, qui est celle de confondre disparité et inégalité. On passe son temps à lutter contre les discriminations dans nos démocraties libérales qui sont en fait les sociétés dans lesquelles on est le plus sourcilleux et on fait le plus attention, si vous voulez, aux discriminations. On a tout un tas de comités, de lois qui se soucient d'une réelle égalité devant la loi. Donc ça paraît un petit peu décalé. Alors, Et puis surtout, pardon, non, c'est un mouvement qui, jusqu'à présent, a inspiré des politiques dont les résultats sont à peu près aux antipodes des promesses de départ. Si vous voulez, quand l'antiracisme woke conduit à réintroduire la ségrégation, comme on a pu le voir sur les campus américains, avec des dortoirs réservés aux Noirs ou des remises de diplômes par race, on peut difficilement parler de progrès. Et on a vu ça aussi en France avec des réunions en non-mixité. Vous avez vu ça, je pense. Alors justement, nous vous recevions il y a plus d'un an maintenant, c'est ce que j'ai expliqué en début d'interview. Tout le monde s'alarmait sur l'essor faramineux du wokisme. Et puis vous nous expliquez que, évidemment, ça allait avoir des conséquences sur la société, mais qu'il ne fallait pas pour autant en faire un drame et imaginer que ça serait quelque chose qui s'inscrirait dans le temps, puisque le wokisme serait intrinsèquement voué à s'effondrer sur lui-même. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer votre analyse ? Je pense que c'est un drame néanmoins. Je corrige sur ce. J'ai jamais pensé que c'était pas un drame. Par contre, effectivement, on observe, il suffit de regarder ce qui se passe, on observe que le wokisme a tendance à s'autodétruire pour la bonne raison qu'il y a incompatibilité entre les différents groupes
que défend le wokisme. Vous avez sûrement entendu parler récemment du livre Transmania. Mm. Oui, On a beaucoup reçu leurs auteurs sur la radio, on suit leurs travaux. Exactement, donc ça ce sont des féministes, Dora Muto et Marguerite Stern, qui sont persécutées, littéralement attaquées par des extrémistes, pas le tout venant du transgenre, mais par des extrémistes transgenres accompagnés d'Antifa. Donc là on observe, et ça dans les pays anglo-saxons c'est à la puissance 10, on observe une guerre féroce entre les féministes et les activistes transgenres, qui sont deux groupes défendus par l'idéologie woke. Les lesbiennes sont traitées de racistes sexuelles quand elles refusent de coucher avec une transfemme, c'est-à-dire avec un homme qui se sent femme. Quand même une expression raciste sexuelle à laquelle on n'aurait pas pensé il y a quelques années. Ce qu'il y a, c'est que les transgenres ont redéfini l'homosexualité. C'est plus l'attirance entre deux personnes de même sexe, c'est l'attirance entre deux personnes de même genre. Donc possiblement l'attirance entre un homme et une femme. Donc, vous voyez que ça change considérablement la donne. Évidemment, cette nouvelle définition ne convient pas tout à fait aux homosexuels. Les musulmans, qui font aussi partie de ces catégories de population que veut protéger le wokisme, car minoritaires et primaires, les musulmans ne goûtent pas beaucoup l'éducation LGBT à l'école. Ils n'ont pas envie que leurs enfants y soient exposés. Donc, si vous reprenez l'ensemble, il y a incompatibilité entre les femmes et les transgenres, entre les homosexuels et les transgenres, entre les musulmans et les LGBT. Si vous ajoutez à ça les guerres intestines au sein de chaque groupe identitaire, parce que par exemple, vous avez les féministes noirs rejettent le féminisme blanc, dominant, impérialiste. Si vous voulez, il y a cette espèce de mécanisme où l'allié d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui. On a vraiment l'impression que ce grand projet de départ, plein de bonnes intentions, commence à craquer de partout. Voilà ce qui... On a l'impression que chaque membre justement de cette grande communauté woke veut essayer de prouver qu'il est la victime justement par excellence et que finalement ce serait la guerre à celui qui est le plus victime de tous. Exactement, ça me fait penser à la phrase de... Vous savez, Pascal Bruckner a écrit un livre qui s'appelle Je souffre donc je suis. Justement sur cette tendance à la victimisation, et dans laquelle il explique que ce que voit une victime quand elle voit une autre victime, ce qu'elle voit en premier, c'est un concurrent. Ouais. C'est ça. Donc c'est pas très épanouissant pour une société parce que justement ça ne crée pas tellement de liens et ça crée plutôt des hostilités entre les uns et les autres. Alors justement, malgré donc cette thèse, vous êtes consciente, vous l'avez dit, de la façon dont cette idéologie abîme nos sociétés. Une fois évanoui, le wokisme va-t-il laisser des traces? Et si oui, lesquelles, Sylvie Pérez? Oui, je pense qu'il ne faut pas une seconde prendre le wokisme à la légère. C'est une idéologie, si vous voulez, qui se présente comme une idéologie du bien, on l'a dit, une idéologie du cœur sur la main, qui veut défendre les opprimés, qui serait contre. Et c'est difficile de s'opposer au bien. C'est ce qui fait que le wokisme avance tranquillement et pénètre toutes les institutions, les universités, les entreprises, les médias, les musées, les sports de compétition. Vraiment, il s'occupe de tout. Et c'est tout le paradoxe, c'est que le wokisme progresse avec la bénédiction des sociétés qu'il veut renverser. Et donc, il s'insinue partout, il détruit tout, il s'en prend même aux enfants avec ce qu'on appelle la médecine du genre, vous avez dû en parler un certain nombre de fois, qui consiste à prescrire des hormones synthétiques aux mineurs qui souffrent de dysphorie de genre. Donc oui, je pense qu'il faut prendre très au sérieux le wokisme. Donc je suis effectivement consciente des effets du wokisme. Maintenant, vous me demandez quelles sont les séquelles. Est-ce qu'il y en a? C'est évident qu'il y en a. Les séquelles sont très concrètes. Ce sont par exemple les cicatrices des jeunes femmes qui se sont fait couper les seins pour soigner un mal-être psychologique. C'est vraiment... Ce sont presque des mastectomies qu'on pourrait presque qualifier de cosmétiques pour ressembler à un homme. Je raconte, moi, dans mon livre, justement, je reprends les témoignages de ceux qu'on appelle les détransitionneurs, c'est-à-dire les jeunes transgenres qui regrettent d'avoir
de s'être abîmé le corps avec ces thérapies, et c'est absolument poignant parce qu'ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, et ce sont des choses tout à fait irréversibles. Les bloqueurs de puberté aussi laissent des séquelles. Vous savez ce que c'est, les bloqueurs de Ouais. puberté? Oui, mais vous pouvez le réexpliquer rapidement à nos auditeurs. Eh ben, ça laisse aussi des séquelles. C'est ce qu'on prescrit dès les premiers signes de la puberté, soi-disant pour laisser une pause, pour laisser à l'enfant le temps de réfléchir s'il est un garçon ou une fille. Et c'est des médicaments qu'on donne aux filles dès les premiers signes de puberté, dès 10 ans. Et pour les garçons, c'est plutôt vers 11-12 ans. Les inhibiteurs d'hormones interrompent la croissance du pénis. Donc, s'ils prennent ensuite des oestrogènes, ils vivront adultes avec le pénis d'un garçon de 12 ans. Bon, qui plus est, ces traitements ont des effets néfastes sur le développement du cerveau, sur la croissance, les os sont fragilisés, enfin bref. Et on voit des jeunes filles qui sont passées par là et qui, à 21 ans, ont des signes de ménopause. Donc Ouais. c'est extrêmement triste. Donc voilà, ça, ce sont des séquelles très concrètes. Et puis, il y a évidemment les séquelles dans un tout autre registre, qui sont par exemple le déboulonnage des statues dans l'espace public. Ça, on a vu ça dans des dimensions folles aux États-Unis, avec des statues de Christophe Colomb ou du général Lee qui étaient retirées, des statues superbes. La réécriture des œuvres littéraires. Il y a eu le cas de Roald Dahl. Et puis ici en Angleterre, on a par exemple la Royal Shakespeare Company qui est censée protéger et transmettre l'œuvre de Shakespeare et qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est démontrer à quel point les œuvres de Shakespeare sont racistes. Donc c'est un peu l'inverse Ouais. de ce qu'on souhaite. Voilà, ça ce sont des séquelles. Est-ce qu'une fois que le wokisme va s'effondrer, est-ce que tout ceci, on pourra en revenir, ou est-ce que de toute façon, ça a marqué au fer la société? Est-ce que vous pensez que ça a imprégné notre façon même de penser, de concevoir l'humain, à tel point que même une fois que le wokisme aura disparu, c'est quelque chose qui restera une sorte de biais psychologique qu'on pourrait conserver? Non, je pense que bien sûr qu'on peut en revenir. Et puis de toute façon, comme on le disait au départ, ce sont pas des analyses inédites. Le Ouais. fait de s'occuper du plus faible, tout ça, ce sont des choses qui imprègnent nos sociétés. Donc c'est là et ça restera là. Ce sont les outrances du wokisme dont il faut se débarrasser et qui ont tendance justement à détruire ce qu'on voulait instaurer au départ. Mm. C'est On, ça. On va passer à Ouais. l'élection de Donald Trump, puisqu'évidemment, elle est dans toutes les têtes. Ça, c'était un signe fort du rejet de cette idéologie par son propre berceau, puisque c'est quand même une idéologie qui émerge initialement aux États-Unis. Est-ce que vous rejoignez justement ces analystes qui déduisent de l'élection de Trump la fin prochaine du wokisme, ou bien est-ce que vous pensez que malgré le symbole très fort de cette élection, le processus sera encore très long? Ah non, c'est considérable. L'élection de Donald Trump, c'est un rejet du wokisme qui est flagrant, et puis qui est tout à fait réjouissant parce il est très majoritaire. Enfin, vous avez vu qu'il a eu le vote populaire. Vraiment, c'est un résultat très clair. Parmi ces jours-ci, on entend parler des nominations, des gens Oui. qui devraient, s'ils sont confirmés par le Sénat, figurer au gouvernement américain. Et parmi toutes ces nominations qui sont assez spectaculaires les unes après les autres, globalement des gens très déterminés à se débarrasser du wokisme, il y en a une qui est liée à l'un des épisodes les plus outrés de l'hystérie woke. Vous vous souvenez peut-être de la flambée d'antisémitisme sur les campus américains au lendemain des pogroms subis par les Israéliens le 7 octobre 2023. Mhm. Vous avez les étudiants dans les universités d'élite, masqués, emmaillotés dans des kéfiers, qui occupaient leur campus et qui sont même mis à intimider les étudiants juifs. Et ces étudiants-là, les manifestants, présentaient les massacres de civils en Israël comme un acte d'émancipation, de résistance. Ils contextualisaient les pogroms. Pogrom, je rappelle quand même 1400 morts, dont la plupart avaient leur âge, dont la plupart étaient des jeunes, 1400 morts, 3000 blessés, 230 kidnappés. Et les présidentes des universités où avaient eu lieu ces flambées d'antisémitisme ont été convoquées pour une audition au Congrès. C'était le 5 décembre 2023. Je crois que c'est une des auditions qui a été le plus écoutée aux États-Unis après le Watergate. Ça fait un effet incroyable.
Et la députée Élise Stefanik, qui est une femme républicaine, catholique, qui est élue et réélue depuis 10 ans dans l'État de New York, qui est députée, elle a posé cette question qui est désormais devenue célèbre. En appeler au génocide des Juifs, contrevient-il au règlement de votre université? Et les trois présidentes impassibles ont chacune répondu à chaque fois, ça dépend du contexte. Donc la députée Stéphanie, qui était absolument atterrée par ces réponses, elle a reposé la question plusieurs fois et à chaque fois elle a eu cette même réponse, ça dépend du contexte. Alors elle a conclu que elle a dit exactement ça, je vous dis exactement ce qu'elle a dit, ce sont des réponses inadmissibles, vous devriez démissionner. Mm. Et bien justement, parmi les premières nominations que Trump a annoncées, il y a cette députée, Elise Stefanik, qui va devenir ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Et donc vous aurez compris que le décolonialisme woke n'est pas tout à fait sa tasse de thé. Mais donc c'est évident que Trump est résolu à lutter contre le wokisme par tous les moyens. Mm. Pendant sa campagne, il était entouré par des gens qui étaient tout à fait sur cette ligne. On avait Elon Musk qui a dit qu'il avait racheté Twitter pour débarrasser l'Amérique du virus woke. Vous Mm. savez, il disait mind virus, qui est le virus de l'esprit. J.D. Vance, James David Vance, qui sera vice-président, il était jusque-là sénateur de l'Ohio. Il a fait passer, il a rédigé une proposition de loi pour supprimer les départements DEI. Vous savez, ces départements diversité, égalité, inclusivité, pour supprimer toutes ces administrations dans l'administration fédérale, toute Mm. cette bureaucratie. Je ne sais pas s'il faut expliquer ce que c'est que DEI. Ouais, allez-y rapidement, oui, en quelques mots. Ce sont des programmes pour sensibiliser, si vous voulez, les employés, à la fois dans les entreprises et dans les administrations, pour sensibiliser les employés, les fonctionnaires, les étudiants dans les universités, les sensibiliser au racisme systémique, au suprémacisme blanc et les convertir en gros à l'idéal diversitaire. Donc Vance était absolument contre et Trump lui-même a déclaré récemment qu'il allait démanteler toute cette bureaucratie woke des universités, etc. Mais c'est vraiment cette élection, et je pense que ça aura des effets en Europe aussi, c'est un désaveu magistral du totalitarisme néo-progressiste, c'est un refus catégorique de la cancel culture et un rejet des politiques identitaires. On a vu la progression du vote républicain parmi les minorités hispaniques et noires, et ça a bien montré que ça marche plus, quoi, de dire Ouais. que de séparer les gens selon leur couleur de peau ou leur origine ethnique, ça ne marche plus. Il y a eu 54%, c'est la première fois qu'il dépasse les 50%. 54% parmi les hommes latinos ont voté pour El Donaldo. Donc, Effectivement, c'est assez révélateur. On parle beaucoup là du monde politique. Néanmoins, ce qu'on pouvait lire dans la presse ces derniers temps, c'était que, donc justement, je vais citer le Figaro aux Valeurs Actuelles en l'occurrence, que c'était le monde de l'entreprise qui était l'un des premiers à avoir fait marche arrière concernant le wokisme. Est-ce que ce premier ralentissement justement était prévisible? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça vienne de ce secteur? ça fait un petit moment que ça dure, tout ça. Enfin, qu'on a vu déjà des signes de marche arrière par rapport à à ce capitalisme woke. Mm. Je sais pas, j'ai en tête des exemples emblématiques qui datent maintenant de quelques années, mais je sais pas si vous vous souvenez que les rasoirs Gillette avaient fait une publicité. Tout le thème de leur publicité, c'était autour de la masculinité toxique. C'est-à-dire qu'en gros, ils crachaient au visage de leurs clients. Évidemment, ça avait eu un effet sur la clientèle qui est clair, c'est que les clients s'étaient détournés de Gillette. Et il y avait eu aussi le cas de la marque de bière Budweiser, qui avait pris pour icône un transgenre qui s'appelle Dylan Mulvaney, qui était vraiment un transgenre, enfin, un homme en robe, quoi. Mm. Et là aussi, ça n'avait pas été très payant par rapport aux clients aux buveurs de bière, quoi. Aux buveurs de bière typiques, disons. Je crois que plus récemment, Toyota, Harley-Davidson ont tourné le dos au wokisme. Mais pour revenir un petit peu, je pense qu'il va y avoir évidemment un coup d'accélérateur.
également lié à l'élection de Trump. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Vivek Ramaswamy. Allez-y, non? Je vous donne. Il vient, donc c'est un homme d'affaires de 39 ans. Il s'était présenté aux primaires d'ailleurs. Il voulait devenir président de la République. C'est quelqu'un de très ambitieux, 39 ans, homme d'affaires assez génial, né aux USA de deux parents indiens. Et c'est lui qui vient d'être nommé aux côtés d'Elon Musk dans ce nouveau département qui s'appelait Department of Government Efficiency, DOGE. Vous savez, qui va être chargé de faire la chasse aux gabegies parmi les dépenses d'État. Ouais. Donc, et alors, ce Vivek Ramaswamy, donc, qui maintenant va être un peu au sommet du gouvernement, avait écrit en 2021 un livre qui s'appelle Woke Inc. Inside the Social Justice Scam, l'arnaque de la justice sociale et ses méfaits sur l'entreprise. Donc c'est un livre dans lequel il expliquait que la consommation, tout comme le divertissement, doivent être des espaces apolitiques, où on puisse se retrouver, partager des goûts au-delà des divergences politiques, et des lieux, si vous voulez, de légèreté. Donc, si vous voulez, avec le wokisme, tout est politique. Le personnel est politique. Votre orientation sexuelle, qui est quand même la part de vous-même la plus intime, est politique. Ça devient un motif de manifestation, de fierté, de revendication. Et ça, c'est évidemment invivable. Et au final, c'est le propre du totalitarisme. Donc voilà, donc ce Vivek Ramaswamy, qui vient d'être nommé dans ce gouvernement Trump 2, est évidemment farouchement opposé au capitalisme woke. Vous connaissez peut-être le slogan Go woke, go broke, qui dit le wokisme mène à la ruine. Et voilà, le problème du wokisme, c'est qu'il détourne les institutions de leur mission. C'est-à-dire on donne aux entreprises des missions environnementales et sociétales. Vous savez, ce sont les labels RSE, Ouais. responsabilité des entreprises. On occupe les entreprises à autre chose que ce qu'elles sont censées faire. On leur fait organiser des stages antiracistes, on leur dit de se soucier de parité, etc. Et tout ça, ça nuit à la rentabilité économique. Et j'aime bien cette explication de l'économiste Milton Friedman, qui expliquait que ça équivaut en fait, le fait de politiser les entreprises, ça équivaut à une sorte d'impôt idéologique, en ce sens que la perte de rentabilité qui est due aux objectifs sociétaux et qui implique une perte de rémunération, elle implique pardon, une perte de rémunération pour les salariés, d'une part, une perte de dividendes pour les actionnaires et une perte au final de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Mm. C'est tout perdant, si vous voulez. Voilà. Alors, on comprend bien que le wokisme est en train de s'effondrer, Sylvie Pérez, mais là, on parle beaucoup des États-Unis. On parle un petit peu, on peut parler éventuellement des BRICS et des pays émergents où, en vérité, le wokisme n'a jamais pris parce que on connaît l'ancrage très culturel, plus traditionnel en tout cas de ces sociétés. Donc, c'est forcément un peu compliqué d'implanter ce genre de théorie. Est-ce que l'Europe ne risque pas de devenir le bastion de l'idéologie woke, avec des militants qui d'ailleurs seraient de plus en plus virulents? Alors, sur les BRICS, je ne connais pas bien la question. À part pour le Brésil, le wokisme a été un thème très important au Brésil dans la bataille électorale pour la présidence au Brésil en 2022. Donc c'est pas du tout absent au Brésil et d'ailleurs il y a eu, enfin je sais pas si vous avez vu, mais récemment il y a eu une bagarre entre Twitter et les autorités et le nouveau président Lula, Mm. le nouveau président brésilien, qui lui qui a créé un secrétariat des politiques digitales, une espèce de ministère de la vérité, et qui avait nommé un procureur national pour la défense de la démocratie. Vous savez, c'est toujours le prétexte. Il faut brider l'information pour protéger la démocratie. C'est un peu ce qui nous guette un peu partout. C'est cette espèce d'idée orwellienne. Et donc, Twitter a été interdit au Brésil. Vous imaginez, ça a été un peu comme ce qui se passe en Chine, quoi. Enfin, ça a pris des proportions incroyables. Et c'est que depuis début octobre que les Brésiliens ont à nouveau accès
à Twitter. Donc là, bon, ailleurs dans les BRICS, je sais pas, mais je sais qu'au Brésil, c'est un thème qui existe avec cette espèce d'hystérie autour de la désinformation et des fake news. Mais alors, votre question, c'était sur l'Europe. Sur l'Europe, ouais, qui deviendrait le nouveau bastion du wokisme. Alors ça, j'en doute, je vais vous dire honnêtement. Ça m'étonnerait parce que si vous regardez, on a subi la vague woke qui est venue de l'anglosphère, justement, que c'était très forte aux États-Unis, puis est arrivée en Angleterre, puis a gagné la France et toute l'Europe. Vous avez bien vu on a importé tel quel le lexique woke. Vous avez appris un jour que vous étiez invisibilisé. On parle de culpabilité blanche, de culture du viol, de non-binarité, de blanchité. Enfin, tout ça, c'est des mots qu'on a très vite adoptés. Et ben, je pense que de la même façon, la vague anti-woke s'exporte maintenant en Europe. On réplique les méthodes qui ont été mises au point dans les pays anglo-saxons. C'est d'ailleurs tout le propos de mon livre. C'était justement de documenter, comme ils ont de l'avance sur nous, j'ai voulu documenter les outils anti-woke qui ont été développés chez les anglo-saxons, du fait qu'ils ont été frappés avant nous. On peut donner quelques exemples si vous voulez, mais je ne sais pas si on a le temps. Ouais, on peut aller-y rapidement et puis on va essayer d'accélérer sur la fin. D'accord. Non, mais il y a l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires qui est un organisme d'universitaires qui lutte contre l'intrusion du wokisme à l'université. Vous avez l'Observatoire de la petite sirène à propos du transgenrisme. Vous avez l'Association de défense des serviteurs de la République. Enfin, j'invite vos auditeurs à aller regarder La France en partage. Et puis, d'ailleurs, dans votre domaine, l'Institut libre de journalisme qui veut lutter contre le conformisme médiatique et offrir une alternative aux écoles de journalisme qui sont pour la plupart malheureusement un peu woke. Ouais. On peut citer d'ailleurs le dernier ouvrage de Xavier Aimant, justement, qui parle de cette influence du wokisme, de l'idéologie d'un certain gauchisme au sein de ces écoles. Chers auditeurs, on vous invite à vous le procurer. Alors, il nous reste 4 minutes, à peine moins, Sylvie Pérez, on avance. Cette idéologie woke, elle nous a déjà prouvé qu'elle avait une capacité de mutation extraordinaire en très peu de temps. Est-ce que pour survivre, elle ne pourrait pas justement réussir à muter ? Vous avez raison en ce sens que c'est une idéologie qui évolue sans arrêt. C'est l'auteur franco-marocain Driss Ghali qui définit le wokisme comme le parti de la mise à jour perpétuelle. J'aime bien cette expression. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Ce qui était vrai hier n'est plus valable aujourd'hui. Il faut sans arrêt, un jour, on n'a plus le droit de dire tel mot, puis il faut utiliser un autre mot dont on n'avait jamais entendu parler et complètement oublié ce qu'on a toujours su. C'est assez étrange. Et puis oui, il y a ce mécanisme vous savez, il faut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Donc le wokisme s'en est d'abord pris aux hommes au titre de la masculinité toxique. Et puis il s'en est pris aux femmes pour lutter contre l'oppression des transfemmes, c'est-à-dire les hommes qui se sentent femmes. Le wokisme s'en est pris à l'hétérosexualité, modèle jugé excluant pour les homosexuels, et il s'en prend maintenant, comme on peut le voir, à l'homosexualité, modèle jugé excluant pour les transgenres. Vous savez que maintenant l'acronyme LGBTQIA+ est en pleine récession. Il y a des associations qui s'appellent LGB, c'est tout. Donc il mute, c'est vrai, le wokisme. Et on peut imaginer que, comme un virus, il est de moins en moins virulent à mesure qu'il mute. On en revient à l'expression d'Elon Musk, qui est décidément la star du moment, son expression qui parle de virus woke, mind virus, le virus de l'esprit qui corrompt les esprits. Et je crois qu'aujourd'hui, du fait que le wokisme, très habilement, a réussi justement, comme je l'expliquais, à s'insinuer dans toutes les administrations, les institutions, etc. Maintenant, il y a de plus en plus. Avant, ça pouvait paraître comme un phénomène un peu à la marge. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui en mesurent les effets et qui sont touchés eux-mêmes directement dans le cadre de procès ou dans leur entreprise, etc. Et que donc, oui, tout le monde mesure à quel point c'est une idéologie liberticide. Et je crois pas qu'on va devenir le bastion du wokisme. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même rapidement parler, il nous reste 1 minute, de ces étudiants justement qui apprennent dans toutes ces grandes institutions, nos grandes écoles, et qui
sont de plus en plus pétris par cette idéologie eux aussi. Demain, il y a fort à parier qu'ils seront nos dirigeants. Est-ce que ça ne va pas justement influencer eux aussi leur façon de penser, d'agir et de poser les choix qui vont façonner notre futur? Il nous reste un peu moins d'une minute, Sylvie Pérez. Vous ne croyez pas si bien dire, aux États-Unis, à l'école McCourt de politique publique de la très prestigieuse université Georgetown, donc qui forme donc les diplomates et les futurs leaders du monde libre, le lendemain de l'élection présidentielle, l'administration avait prévu un safe space, vous savez, une espèce de salle de décompression pour les étudiants woke chez qui on craignait que l'élection de Trump ne provoque un choc émotionnel. Donc, ils ont mis à disposition des élèves dont on avait peur qu'ils soient traumatisés, des Legos, du lait et des biscuits, des cahiers de coloriage, des guides de méditation. Donc, vous voyez, si c'est comme ça qu'on forme les futurs dirigeants, on a un peu d'inquiétude à avoir. Et c'est évidemment un problème majeur que de former des esprits conformistes. Il est évident que le niveau s'est écroulé dans les universités d'élite. On entend dire, enfin moi je me suis laissé dire qu'il y a dans certaines services de ressources humaines, on commence à mettre les CV qui viennent de Sciences Po Paris en dessous de la pile parce qu'on n'a pas envie d'embaucher des activistes. Donc oui, je crois qu'une société performante se doit de former des gens instruits et cultivés plutôt que des militants. Ouais. Bon, bah écoutez, on attend de voir la suite et de toute façon, on vous réinvitera pour continuer à documenter cette évolution du wokisme. Merci d'avoir été avec nous, Sylvie Pérez. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur de En finir avec le wokisme, chronique de la contre-offensive anglo-saxonne, un ouvrage intéressant et surtout très complet à vous procurer, chers auditeurs. C'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup et à très bientôt, Sylvie Pérez.